Il n'y a plus que 2 leçons. Malheureusement, j'ai l'impression de ne faire que commencer. Je crois que je n'aime que les débuts et non pas les fins. Je voudrais résumer rapidement ce que j'essayais de dire la semaine dernière à la fin de ces 2 heures, parce que j'ai parlé 2 heures et j'étais peut-être un peu fatigué, pas assez précis ou un peu confus à la fin. J'analysais cette scène qui se répète au début de Combray à 10 pages d'intervalle, où le héros fait une gaffe, commet un impair, une bévue, quand il rapporte à ses parents des choses qui n'auraient pas dû être dites, qui auraient dû demeurer secrètes, confidentielles. Son oncle Adolphe lui avait demandé de rester discret sur sa visite à l'improviste et sur sa rencontre de la Dame en rose. Bloch lui avait fait part de la mauvaise réputation de sa grand-tante, cuisse légère, jeunesse orageuse, et de son grand-père, affaire fort louche. Il n'avait pas précisé que cette information n'était pas à répéter, mais il me semble que cela allait de soi. Dans les 2 cas, le héros, qui n'est plus un enfant, il se promène seul dans Paris, il libergote. Son ami Bloch, il est sans doute un peu plus âgé, mais il vient seul lui rendre visite à Combray. Le héros transgresse pourtant une règle élémentaire de la conversation, une maxime conversationnelle. Il fait une grave erreur d'appréciation qui provoque un malaise, un désastre, une brouille, une rupture dans la famille. Et à chaque fois, il insiste pour dire qu'il s'est comporté en toute innocence sans l'avoir voulu. Ces 2 scènes, à 10 pages d'intervalle, me semblent troublantes, comme tout ce qui se répète. Pour se rendre intéressant, le héros trahit une confidence et une complicité. C'est inexcusable, mais le narrateur, après coup, à son tour, au lieu d'analyser cette maladresse sociale, charge ses parents, dans le cas du grand-oncle, et fait lui aussi comme si le comportement avait été parfaitement innocent, comme si le bon droit était de son côté, comme s'il n'y était pour rien. Il ignore toute responsabilité, toute faute dans ces 2 affaires. C'est pourquoi je l'ai traité de casuiste, parce qu'il me fait penser à Des-Grieux dans Manon Lescaut, qui n'est jamais en défaut, même quand il triche, quand il vole, quand il assassine, car il n'a jamais l'intention de faire le mal. Il y a pourtant un signe de gêne, je le signalais, le héros ne sait plus comment se comporter lorsqu'il rencontre sa victime dans la rue, par la suite. Il ne la reconnaît pas, détourne la tête au passage de son grand-oncle, ou lorsqu'il rencontre Bloch, il rougit extrêmement, comme il dit dans un brouillon. Ce comportement m'intéresse au fond pour une double raison. La première, c'est celle de cette perversité ou de cette perversion infantile chez un garçon apparemment intelligent qui sait bien et qui fait comme s'il ne savait pas qu'il agit mal. Et c'est une attitude qu'on peut qualifier de dénégation. Et puis la seconde raison d'intérêt, me semble-t-il, c'est que ces 2 épisodes concernent les relations entre le dedans, la famille, l'intime, et le dehors, la société, et la maîtrise des seuils que l'on franchit, la traversée des frontières, comme si le héros, justement, était en train d'apprendre, ne maîtrisait pas cette barrière entre le privé et le public. Chez nous, la maison, et j'ai dit l'importance de ces notions au début de Combray, chez nous, la maison et ailleurs, comme s'il découvrait la différence entre ce que l'on dit chez nous et ce qui se dit, ce qui peut se dire ailleurs. C'est un apprentissage essentiel, qui a peut-être lieu un peu tard.
Pourquoi donner une telle importance à ces scènes qui, me semble-t-il, sont stratégiques? Elles sont toutes les deux intéressantes, en gros, pages 90, 100 du roman, dans un livre où la rumeur, les on-dit ont une telle importance, le potin, le commérage, et où, d'un bout à l'autre, la notion d'en être ou de ne pas en être est un enjeu essentiel. Tout le début de Combray porte sur cette différence entre en être et ne pas en être. Il me semble aussi que la littérature, c'est le moyen de jouer avec cette frontière, de ruser avec elle, de la traverser, de passer les murailles, de traverser le miroir, de soulever les toits, de dire au dehors ce qu'on dit au dedans. Et cela me fait penser à une scène que je n'ai pas évoquée la semaine passée, que j'ai analysée ailleurs, c'est celle de la rencontre de Bergotte chez les Swann à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Lorsque le narrateur, le rencontrant, l'entendant, découvre que son style si particulier, cette petite musique de Bergotte qui l'a enthousiasmé dans Combray, a son origine dans la langue familiale, dans la langue la plus intime de Bergotte chez lui, qu'il a transformé, métamorphosé, sublimé en un style public. Bergotte, le style de Bergotte, ineffable, inimitable, c'est tout simplement la voix de la famille érigée en tempo, les particularités d'élocution familiale, l'accent. Et le narrateur est sensible à la manière dont ces particularités ont été ainsi sauvées de la disparition. Si particulier qu'il soit, dit-il, tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif et ne leur survit pas, destiné à disparaître. Mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergotte. Car s'il est difficile de comprendre jamais, même dans les maîtres chanteurs, comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux, pourtant Bergotte avait transposé et fixé dans sa prose cette façon de traîner sur des mots qui se répètent en clameurs de joie ou qui s'égouttent en tristes soupirs. Le rythme de la joie, le tempo de la joie et le tempo de la tristesse familiale. Il y a dans ces livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge, comme aux derniers accords d'une ouverture d'opéra, qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton, dans lesquels je retrouvai plus tard un équivalent musical de ces cuivres phonétiques de la famille Bergotte. Donc les cuivres phonétiques de la famille Bergotte ont été sauvés de la mort, de l'oubli, dans ce style. Il n'y a rien de plus périssable que cette langue familiale, le lessico familiare de Carlo Ginzburg, dont nous parlions l'autre fois avec lui. Il n'y a rien de plus fragile, de plus mortel, prêt à disparaître que cet idiolecte, que cette langue intime. Or, se parler avec ces deux versants de joie et de tristesse, c'est ce qui est passé miraculeusement dans le style de Bergotte. C'est ce que Bergotte a transformé en littérature, a métamorphosé. Et Proust, on peut le noter, dit tout cela en musique, compare les inflexions de la langue, du style, à des instruments avant, munis de sourdines ou non. Vous voyez que la littérature franchit cette coupure de l'intime et du public, d'où la digression que je faisais à la fin de la séance dernière, qui, je l'espère, n'en est pas une, sur le chant 8 de l'Odyssée, texte essentiel, fondateur de la littérature occidentale, qui montre les larmes d'Ulysse, entendant sa propre histoire chantée par Démodocos chez les Phéaciens. Ulysse est
mis en présence du récit de sa propre vie. Il est confronté à lui-même comme s'il était un autre, comme s'il était absent, comme s'il était mort. Et c'est une scène de trouble, de stranamiento, comme dit Carlo Ginzburg, une scène insolite. On pourrait dire que c'est une sorte de répétition du stade du miroir, où on découvre sa propre identité. C'est une scène d'inquiétante familiarité et de révélation du temps passé comme passé. Ma vie devient une histoire, me faisant, pour ainsi dire, sortir de moi-même pour me regarder du dehors, comme dans le rêve ou dans l'hallucination. Et je disais la semaine dernière, c'est cette scène qui déclenche son propre récit. Et la Nekouya, la rencontre de l'âme de sa mère, avec laquelle on a souvent comparé des moments de la recherche du temps perdu. Je me suis déjà intéressé dans le passé à de telles scènes dans la recherche parce qu'elles me semblent nombreuses et importantes. J'évoquais brièvement la semaine dernière cette gaffe du héros avec Norpois lors du dîner, au début des Jeunes filles en fleurs, lorsqu'il ébauche un baiser, il s'approche de lui pour lui baiser la main, par gratitude, croyant que Norpois parlera de lui chez les Swann, ce qui, bien entendu, n'aura pas lieu. Et cette gaffe revient à plusieurs reprises. Plus tard, elle met le héros en présence de ce qu'on dit de lui en son absence. Un flatteur hystérique, a dit Norpois, et personne n'a protesté. Tout le début de Combray met en scène ce jeu du dedans et du dehors. Swann nous est présenté en son absence, ce qu'on dit de lui à la maison. L'entrée de Swann provoque cette transition, et je finissais la semaine dernière en montrant cette transition accélérée où chacun modifie son comportement pour être adapté à l'entrée de Swann. Et puis, il y a un certain nombre de ratages dans ces premières pages. On connaît bien ces allusions des tantes Céline et Flora qui veulent le remercier du cadeau du vin d'Asti, mais qui sont tellement mystérieuses dans leurs allusions qu'elles échouent à franchir cette barrière du dedans et du dehors, qu'elle reste mystérieuse et Swann n'y comprend rien. Et puis, j'évoquais brièvement la semaine passée le dénouement d'un amour de Swann qui joue aussi sur ce dédoublement du héros. D'abord, il rencontre Madame Cottard, de retour de croisière en Méditerranée avec les Verdurins. Elle dit à Swann « Les oreilles ont dû vous teinter ». On a parlé de lui en son absence, on n'a fait que cela. Et comme Madame Swann dit au héros, lorsqu'elle lui rapporte le mot de Norpois, « Vous êtes un flatteur hystérique », elle lui dit « N'allez pas vous mettre martel en tête ». Martel en tête, les oreilles ont dû vous teinter, toutes ces expressions qui sont liées à cette façon de parler de quelqu'un en son absence. Et puis j'évoquais le deuxième temps qui a lieu aussitôt à la fin d'un amour de Swann, c'est le rêve de Swann consolant un jeune homme en Fès qui est un autre lui-même. Dit-il, comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui coiffé d'un fez. Donc dédoublement de Swann, prenant conscience que cet amour est terminé. Bon, l'expérience, c'est tout le contraire d'une statue intérieure, c'est se voir comme un autre dans un rêve et maîtriser ce jeu, c'est cela en être. Ce fantasme, être là sans être là, assister à son absence, voir le monde une fois que l'on s'est retiré, est très fréquent dans la recherche du temps perdu. Je le mentionnais l'autre jour à quelqu'un qui pensait se rappeler d'une histoire où une petite fille se retournait pour savoir comment c'était quand elle n'était pas là. Je me suis demandé si ça se trouvait dans Alice au pays des merveilles, mais je n'ai pas retrouvé cette scène.
En tout cas, c'est l'idée de devenir invisible, de se tenir derrière un miroir sans teint, ce qui a lieu aussi dans la recherche du temps perdu, se dédoubler, se voir vivre. C'est un fantasme important du roman, cette envie d'assister à son absence. Et au fond, on pourrait presque comprendre la scène initiale du baiser du soir et du drame du coucher de cette manière. D'un côté, c'est le besoin du baiser maternel, comme d'un viatique pour aller dormir, d'une hostie, la présence de moments indispensables au sommeil, mais on pourrait l'interpréter aussi de l'autre côté comme l'envie de rester en bas avec les autres au moment où l'on envoie l'enfant se coucher. Je vous rappelle comment c'est écrit avec la cruauté du grand-père, mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher, on dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. » Et il me fallut partir sans fiatique. Aujourd'hui, je serais donc tenté de mettre l'accent moins sur le besoin du baiser maternel que sur l'envie d'être en bas, avec les adultes, de voir, de savoir comment c'est quand je ne suis pas là. Après tout, n'est-ce pas cela la jalousie? La jalousie de Swann avec Odette, celle du héros avec Albertine, jusqu'à se heurter au sommeil de l'autre et à ses rêves impénétrables. Et justement, l'intérêt pour tous ces actes manqués, ces lapsus, ces gaffes, témoigne d'un moyen, d'un rare moyen de pénétrer dans le monde de l'autre quand je ne suis pas là. C'est le seul moyen. Comme lorsqu'Albertine fait une gaffe, « J'aime bien mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser. » Il faut dire que tous les autres expédients pour assister à son absence échouent misérablement dans la recherche du temps perdu. Au fond, ce désir mène toujours à l'échec. Par exemple, tout à fait nettement, le soir où Odette, sous prétexte de fatigue, congédie Swann, et que Swann, imaginant qu'elle a donné rendez-vous à un autre, à un rival, revient, voit sa fenêtre éclairée, frappe pour découvrir deux vieux messieurs en conversation. C'est une scène fondamentale, on l'a trouvée déjà dans Jean Santeuil, c'est une scène originaire de cette frustration à voir ce qui se passe en son absence. Un autre cas très important qui confirme l'importance de ce désir et sa relation avec l'écriture, avec la création, c'est aussi un cas, je m'aperçois que j'en ai déjà parlé, probablement on s'intéresse toujours aux mêmes petites pages dans le roman. Un autre exemple, c'est la parution de l'article du Figaro dans Albertine disparue. Page là aussi tout à fait originaire. Le narrateur reçoit le Figaro comme tous les matins et il reconnaît son article, ou plutôt il ne reconnaît pas son article. Il commence par ne pas reconnaître son article et justement par faire l'expérience d'un moment de trouble, de dérangement, d'incertitude, d'estrangement encore, durant lequel il lit son article comme s'il n'en était pas l'auteur. Il se lit comme s'il était un autre. J'ouvris le Figaro. Quel ennui! Justement, le premier article avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru. Mais pas seulement le même titre. Voici quelques mots absolument pareils. Cela, c'était trop fort. J'enverrai une protestation.
Mais ce n'était pas que quelques mots, c'était tout, c'était ma signature. C'était mon article qui avait enfin paru. Mais ma pensée, qui peut-être déjà à cette époque avait commencé à vieillir et à se fatiguer un peu, continua un instant encore à résonner, comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Voilà cette inquiétante familiarité qui fait que, soudain, on traverse le miroir et se voit de l'autre côté. Or, là aussi, il s'agit d'un des morceaux les plus anciens dans la genèse du roman, puisqu'on le trouve dans les cahiers 3 et 2 de 1908-1909. C'était une scène qui était destinée à l'ouverture du Contre Sainte-Beuve, à introduire la conversation avec maman. Mais, justement, le petit tour de cette incertitude n'est pas apparu tout de suite. Dans le cahier 3, qui est en haut, la scène se déroule sans hésitation sur l'identité de l'auteur de l'article. Au contraire, la discrétion de la mère qui dépose le journal dans la chambre et qui disparaît pour laisser le héros seul à la joie de se reconnaître désigne assez l'auteur. Je lis « Bientôt, maman entra déposer près de moi d'un air de distraction complète le Figaro, mais très près de moi pour que je ne puisse pas ne pas le voir, et elle disparut si vite, repoussant avec une vivacité qui l'a surpris la vieille bonne qui voulait entrer, que je compris immédiatement que l'article avait paru et que maman avait voulu m'en laisser la surprise et ne pas et ne pas troubler ma joie en m'obligeant à la dissimuler par respect humain. Donc il comprend immédiatement, il n'y a pas cette scène d'incertitude. Et un peu plus bas, comme souvent il réécrit la scène plusieurs fois, bientôt maman entra aussi, il n'y avait jamais besoin d'hésiter quand on voulait comprendre ce qu'elle faisait. Aucune hésitation. En revanche, l'épisode insolite apparaît dans la rédaction suivante, dans le cahier 2. J'ouvris cette expérience d'aliénation, j'ouvris le journal. Tiens, justement un article sur le même sujet que moi, mais c'est trop fort, juste les mêmes mots, je protesterai, mais encore les mêmes mots, ma signature, c'est mon article. Mais pendant une seconde, ma pensée, entraînée par la vitesse acquise, et peut-être déjà un peu fatiguée à cette époque, continue à croire que ce n'est pas lui, comme les vieux qui continuent un mouvement commencé. Mais vite, je reviens à cette idée, c'est mon article. Puis, après avoir été ainsi surpris à se lire comme s'il n'était pas l'auteur de cette page, il y a un retournement immédiat de l'expérience. Le héros voudrait surprendre les autres en train de le lire, se lire comme les autres, à travers eux. Il y a une simulation de l'autre et du lecteur quelconque. Ce que je tiens dans ma main, c'est dans ce cahier 2, ce cahier très ancien, ce que je tiens dans ma main, ce n'est pas seulement ma pensée nue, c'est recevant cette pensée des milliers d'attentions éveillées, et pour me rendre compte du phénomène qui se passe, il faut que je sorte de moi. Il faut que je sorte de moi. Cette idée de sortir de soi pour se voir comme l'autre, que je sois un instant un quelconque des 10 000 lecteurs dont on vient d'ouvrir les rideaux et dans l'esprit fraîchement éveillé de qui va se lever ma pensée en une aurore innombrable, etc. Alors, je prends le journal comme si je ne savais pas, qu'il y a un article de moi. Je sens sur ma figure la moue de mon indifférence de lecteur non averti, puis mes yeux tombent sur mon article, etc. Simulation de l'autre, et je dirais que
c'est toute cette ambivalence, toute cette fêlure, cette division d'Ulysse, écoutant son histoire récitée par Démodocos. Dans Albertine disparue, lorsque la scène est reprise, longtemps après, bien plus tard, le héros se voit ainsi pénétrant avec le journal dans toutes les maisons de Paris, s'imagine ses amis, des inconnus, découvrant son article, sa signature à la première page du quotidien, avec leur petit déjeuner, leur café et leur croissant. Je cite, « Pour apprécier exactement le phénomène qui se produit en ce moment dans les autres maisons où le journal est distribué, il faut que je lise cet article non en auteur, mais comme un des autres lecteurs du journal. Aussi, pour le lire, fallait-il que je cessasse un moment d'en être l'auteur, que je fusse l'un quelconque des lecteurs du journal. » On connaît la chute désastreuse, la déception, lorsqu'enfin le narrateur rencontrera des lecteurs. Lorsqu'il traverse le miroir, il n'y a rien derrière. Il rend visite au duc et à la duchesse de Guermantes pour vérifier qu'ils ont bien lu, pour pénétrer comme par effraction dans la lecture de l'autre, dit-il, pour se rendre compte par eux de l'opinion qu'on avait de mon article. Qu'advient-il lorsqu'il parvient enfin à glisser dans la conversation, assez maladroitement d'ailleurs, une allusion à son article? En voici le manuscrit sur une paperole collée dans le manuscrit honnête. À propos d'Elstir, on parle d'Elstir. À propos d'Elstir, il saute sur l'occasion. À propos d'Elstir, je l'ai nommé hier dans un article du Figaro. Est-ce que vous l'avez lu? Vous avez écrit un article dans le Figaro? S'écria M. de Guermantes, avec la même violence que s'il s'était écrié « Mais c'est ma cousine ». Oui, hier, dans le Figaro. Vous êtes sûr? Cela m'étonnerait bien, car nous avons chacun notre Figaro, et s'il avait échappé à l'un de nous, l'autre l'aurait vu. N'est-ce pas, Oriane? Il n'y avait rien. Ainsi, lorsque, enfin, l'occasion est donnée miraculeusement de pénétrer dans le monde de l'autre, dans sa vie, de se voir tel qu'on est vu par l'autre, eh bien, la déception, la frustration, la négation est immanquable. Le héros reçoit 2 lettres après cet article, parce qu'il faut vraiment enfoncer le clou. L'une de Madame Goupil, cette bourgeoise de Combray, et l'autre d'un inconnu. Et rien de bloque, par exemple, trop envieux de cette publication dans le Figaro, et qui ne mentionnera l'article qu'une fois qu'il aura publié lui-même dans le même journal. Et pourtant, ce désir de voir tel qu'on est vu par l'autre, d'espionner, de suivre, traverse tout le roman avec l'impossibilité d'y renoncer. J'évoquais la semaine dernière cette expression à propos de Charlus de pavillon adverse. Visiter le pavillon adverse comme l'escalier de service pour découvrir ce qu'on dit de vous. Cela donne lieu à une réflexion à cette page du pavillon adverse à propos de Charlus. Nous manquons du sens des distances. Nous imaginons toute proche l'attention intéressée des gens qui, au contraire, ne pensent jamais à nous, et ne soupçonnant pas que nous sommes pendant ce temps-là, pour d'autres, leur seul souci. Autrement dit, le malentendu est inévitable, le chiasme, ceux qui pensent à nous ne sont pas ceux qu'on croit. Il y a toujours erreur sur la personne. Ainsi, M. de Charlus vivait dupé comme le poisson qui croit que l'eau où il nage s'étend au-delà du verre de son aquarium qui lui en présente le reflet, tandis qu'il ne voit pas, à côté de lui, dans l'ombre, le promeneur amusé qui suit ses ébats
ou le pisciculteur tout-puissant qui, au moment imprévu et fatal, différait en ce moment à l'égard du baron, pour qui le pisciculteur à Paris sera Madame Verdurin, le tirera sans pitié du milieu où il aimait vivre pour le rejeter dans un autre. Ainsi est annoncé le bannissement de Charlus dans la prisonnière. Mais je finis sur une note moins grave. Cette envie d'être là sans être là, d'assister à son absence, c'est ce que je ressens toujours quand je suis dans les coulisses de cet amphi, avant d'entrer, avec l'image non pas d'un aquarium, mais d'une volière. J'entends les conversations, j'entends la rumeur, cette sociabilité des auditeurs, ce babil, et je voudrais entendre ce qui se dit. Mais c'est impossible, et au moment où je franchis le miroir, eh bien, le silence se fait instantanément. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie que vous continuiez de parler en ma présence, mais je veux dire qu'il y a là une épreuve que nous franchissons très souvent, cette frontière du dedans et de dehors, des coulisses et de la scène, que la littérature, peut-être seule la littérature, nous permet de franchir. Mais il est temps de revenir à ce que j'appelais ces malices du héros d'Encombré, cette sorte de perversité. J'ai donc observé ces indiscrétions concernant l'oncle Adolphe et Bloch, ces vrais méfaits à leur égard. En voici un troisième cas. Voici un troisième cas et dernier d'absence d'innocence du héros, et c'est justement face au sommeil de la tante Léonie. Ce sommeil que j'évoquais la semaine dernière, parce qu'elle rougit quand le mot, dans un lapsus, lui échappe. J'ai dormi, elle qui est censée ne jamais dormir. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer, et quand il lui est arrivé de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Or, c'est une annonce d'un passage qui a lieu un peu plus loin, lorsque nous assistons à la première scène de voyeurisme du roman. C'est encore un voyeurisme bénin, et c'est l'apprentissage de la discrétion. Sa mère envoie le héros voir sa tante, en l'absence de Françoise, qui est partie à la recherche d'une sage-femme pour l'accouchement de la fille de cuisine. J'entrais, mon devoir, si ta tante n'a besoin de rien, passage que j'ai commenté il y a quelques semaines. J'entrais dans la première pièce et par la porte ouverte, vis ma tante, couchée sur le côté, qui dormait. Je l'entendis ronfler légèrement. J'allais m'en aller doucement, mais sans doute le bruit que j'avais fait était intervenu dans son sommeil et en avait changé la vitesse, comme on dit pour les automobiles. Car la musique du ronflement s'interrompit une seconde et reprit un ton plus bas. Puis elle s'éveilla et tourna à demi son visage, que je pus voir alors. Il exprimait une sorte de terreur. Elle venait évidemment d'avoir un rêve affreux. Elle ne pouvait me voir de la façon dont elle était placée, et je restais là, ne sachant si je devais m'avancer ou me retirer. Et au fond, c'est cette fois-ci le narrateur qui surprend ce monde intérieur, qui assiste au rêve d'autrui. Quoi de plus indiscret ? Le héros émissaire familial, voyeur, espion, hésite sur son attitude. Mais déjà, elle me semblait revenue au sentiment de la réalité et avait reconnu le mensonge des visions qui l'avaient effrayée. Un sourire de joie, de pieuse reconnaissance envers Dieu qui permet que la vie soit moins cruelle que les rêves, éclaira faiblement son visage, et avec cette habitude qu'elle avait prise de se parler à mi-voix à elle-même quand elle se croyait seule, elle murmura « Dieu soit loué, nous n'avons comme tracas que la fille de cuisine qui accouche. Voilà-t-il pas que je rêvais que mon pauvre Octave était ressuscité et qu'il voulait me faire faire une promenade tous les jours ?» Sa main se tendit vers son chapelet qui était sur la petite table, mais le sommeil recommençant ne lui laissa pas la force de l'atteindre. Elle se rendormit, tranquillisée, et je sortis à pas de loup de la chambre, sans qu'elle ni personne eût jamais appris
ce que j'avais entendu. Vous voyez que cette fois-ci, le narrateur sait tenir sa langue. Et l'incident a précisément lieu quelques pages après ces indiscrétions relatives à l'oncle Adolphe et à Bloch. Il ne rapporte pas à ses parents ni à quiconque la scène qui l'a surprise, les mots qu'il a volés. Il les garde pour lui-même, mais pour nous les confier. On aurait une version très peu différente dans le cahier 12, c'est le brouillon de ce passage. Simplement, vous observez que les vitesses qui sont changées de vitesse, il n'y a pas l'allusion à l'automobile. L'allusion automobile, la voici, vitesse d'automobile, c'est dans le carnet que Proust tient au printemps de 1913, où, de manière intéressante, il précise la métaphore, comme si elle n'avait pas été assez perceptible. Mais je n'en ai pas encore tout à fait fini avec ces scènes de malice du héros. Voici encore un autre épisode de méchanceté ou de vice inconscient d'Encombré. Il est un peu plus âgé, se promène désormais seul, c'est vers la fin de Combray, et c'est avec Françoise qui se montre odieux, hostile, blessant. Durant l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte. Et Françoise était donc la domestique de la tante Léonie, particulièrement attachée à elle, comme le héros le découvre lors de cette mort. Et le héros adopte un comportement scandaleux aux yeux de Françoise. Il porte un plaid dont les rayures écossaises la choquent, car ce n'est pas une tenue de deuil. Et il chantonne, il n'observe pas les usages du monde, les convenances de la campagne. Mais dès que Françoise était auprès de moi, un démon me poussait à souhaiter qu'elle fût en colère. Je saisissais le moindre prétexte pour lui dire que je regrettais ma tante, parce que c'était une bonne femme, malgré ses ridicules, mais nullement parce que c'était ma tante, qu'elle eût pu être ma tante et me semblait odieuse, et sa mort ne me faire aucune peine, propos qui m'eussent semblé ineptes dans un livre. Ce comportement de petite perversité, de démon de la perversité, comme le conte d'Edgar Poe traduit par Baudelaire, c'est un passage très tardif que celui-ci. Il date en vérité du printemps de 1913. Il est ajouté sur les placards qui se trouvent aujourd'hui à Genève. Et dans les brouillons, la malice n'était pas aussi franche, aussi soulignée. Voici le texte que je n'ai malheureusement pas, puisqu'il se trouve dans ces placards de Genève, enveloppé dans une grande houppelande grise, et que ce n'est pas encore un plaid écossais, plus scandaleux, contemplé avec une muette réprobation par Françoise, mais quand je causais avec Françoise, le démon me poussait à la contredire afin qu'elle fût en colère, etc. Et on ne trouve pas l'allusion au livre, allusion un peu étrange, propos qui eussent été ineptes dans un livre. Cette agression caractérisée est encore développée dans les épreuves, avec un long passage qui la commente et que je regarde parce que, pour une fois, le narrateur condamne le comportement du héros. Si alors Françoise, remplie comme un poète d'un flot de pensées confuses sur le chagrin, sur les souvenirs de famille, s'excusait de ne pas savoir répondre à mes théories et disait « je ne sais pas m'exprimer », je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal, digne du docteur Percepied. Et si elle ajoutait « elle était tout de même de la parenthèse », il reste toujours le respect qu'on doit à la parenthèse, je haussais les épaules et je me disais « je suis bien bon de discuter avec une illettrée qui fait des cuirs pareils », adaptant, pour juger Françoise, le point de vue mesquin d'hommes dont ceux qui les méprisent le plus dans l'impartialité de la méditation sont fort capables de tenir le rôle quand ils jouent une des scènes vulgaires de la vie. À la différence donc des cas précédents de malfaisance, l'oncle Adolphe,
ou Bloch, le narrateur porte cette fois un jugement sur le comportement qui a été le sien dans sa jeunesse. Et vous avez remarqué que c'est donc sur les placards, très tardif, avec distance, se lisant comme un autre. Il se dédouble, se voit agir, se juge. C'est d'ailleurs un exemple qui n'est pas tellement fréquent. Le narrateur ne s'excuse pas, se qualifie même de mesquin dans son comportement à l'égard de Françoise, comportement qu'il condamne en principe, mais auquel il ne résiste pas dans les faits. Il réfléchit à la nature même des règles morales, à la difficulté qu'il y a de se conduire en pratique suivant les principes que l'on défend en théorie et sur la discordance fréquente entre ce qu'il appelle l'impartialité de la méditation et les scènes vulgaires de la vie où l'on agit malgré ses principes de manière mesquine. C'est l'immense problème moral de cette contradiction entre précepte et attitude. Et si le héros a pu faire preuve d'inconscience dans le mal en maltraitant Françoise, en se moquant d'elle, le narrateur, lui, sait parfaitement à quoi s'en tenir, même s'il met un peu de distance entre lui-même et son comportement en le renvoyant à une maxime universelle. C'est le genre de passage qu'Annie Ernaux évoquait lorsqu'elle était ici et qui rendait partagée son appréciation de Proust en raison de la manière dont le roman maltraite Françoise. Ici, elle est en effet rudoyée. Vous voyez qu'il y a toute une série d'épisodes de malice du héros. Le grand-oncle, Bloch, la tante Léonie, Françoise, la liste est longue de ces êtres contre lesquels il exerce cette malignité, malveillance, cette inconscience dans le mal, disons. Il se prétend, dans la plupart des cas, aveugle. Dans le dernier, il y a ce dédoublement. Je ne dirai rien, ou presque rien, ici, cette année, de la scène de Montjouvin, qui est bien connue, qui est un moment fort de Combray et qui illustre cette tendance au voyeurisme qui a choqué beaucoup des premiers lecteurs. Pour une fois, nous disposons de témoignages. J'ai souvent regretté ici que nous ne sachions pas bien comment on avait lu Proust en 1913 et en 1914. Dans ce cas, nous savons que cette scène a choqué. Elle a choqué Louis de Robert, l'ami qui suivait Proust en 1913 et qui le recommandait aux éditeurs et qui lui a recommandé de supprimer le morceau, ainsi que Francis James qui lui a donné le même conseil. À Louis de Robert, qui objectait à cette scène saphique, Proust opposait une conception de l'art qui empêchait d'édulcorer. « J'obéis à une vérité générale, dit-il, qui me défend autant de songer aux sympathiques qu'aux antipathiques. La faveur des sadiques m'affligera comme homme mon livre paru, elle ne saurait modifier les conditions où j'expérimente la vérité. » Et plus tard, puisqu'ils ont une longue correspondance, de longs échanges sur cette scène que Louis de Robert voudrait voir disparaître, « Je ne peux, répond Proust, en faveur de l'amitié qui me serait la plus précieuse, ou pour déplaire à un public qui m'est antipathique, modifier le résultat d'expériences morales dont je suis obligé de donner communication avec une bonne foi de chimiste. » Au nom de l'expérience et de la recherche de la vérité, ces réalités sordides doivent être intégrées au roman. Cette scène de Montjouvin, on le sait, est ébauchée lorsque Vinteuil était encore Vinton et un naturaliste et non pas un musicien. Et je vous en donne le brouillon parce que ça relie l'épisode à un thème que nous avons étudié dans des leçons précédentes, où Proust parle de profanation. Tout est là, y compris dans cette première brouillon l'épilogue de la scène où l'œuvre de Vinton
encore naturaliste, sera sauvé par l'ami de sa fille, mais voici le passage qui m'intéresse. Le sadisme n'est pas, c'est la thèse de Proust, au moins primitivement le signe d'une nature entièrement mauvaise. Une nature entièrement mauvaise ne pourrait pas être sadique parce que le mal lui paraît une chose trop naturelle pour qu'elle puisse éprouver une volupté à l'affecter un instant. Profaner une hostie, on retrouve l'hostie ici, dont nous avons parlé. Profaner une hostie ne peut causer aucun plaisir à un incroyant pour qui l'hostie n'est rien. Profaner le respect des morts, la vertu, l'amour des siens, implique la pratique habituelle de ce respect, le culte des morts, la religion de la famille, de la vertu. Nous retrouvons donc cette hostie du fil catholique que j'ai étudié dans des semaines précédentes, cette hostie qui disparaîtra de la scène, mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est l'idée que les sadiques sont des sentimentaux et qu'ils sont naturellement vertueux, de telle sorte que le plaisir apparaît comme quelque chose de mauvais. Je voudrais enfin parler de Legrandin et de la manière dont on découvre à travers lui un autre épisode de sadisme dont l'acteur est cette fois-ci le père. De fait, le héros, dont je montre un certain nombre d'épisodes maléfiques, a de qui tenir. Cette perversité qui est la sienne, on pourrait la trouver chez bien d'autres personnages qui l'entourent. Avant Legrandin, un mot du grand-père et de son comportement avec Swann. C'est au début d'un amour de Swann et c'est la page qui fait le lien entre Combray et un amour de Swann. Swann sollicite auprès du grand-père une introduction auprès d'une femme. Quand il écrivait à mon grand-père, pour lui demander cette introduction, celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Voilà Swann qui va demander quelque chose à la garde ». Rappel des airs à propos de Bloch dans Combray. Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie. Au fond, c'est ça le grand ressort du comportement humain dans ce roman. Offrir une chose aux gens qui n'en ont pas envie. Mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine, on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Voilà le démon de la perversité du héros avec Françoise, le diabolisme inconscient du grand-père avec Swann. C'est exactement le contraire de cette conscience sadique du mal chez Mademoiselle Vinteuil, qui est en vérité un sentimentalisme. Et je dirais que c'est encore l'attitude du père avec Legrandin, qu'il torture après l'avoir percé à jour. On sait qu'il y a en Legrandin quelque chose du martyr, non seulement du snobisme, mais aussi du père du héros. Vous le savez, Legrandin est d'abord apprécié de la famille de Combray, malgré ses tirades inopportunes contre le snobisme, il se montre délicat et distingué. Il était aux yeux de ma famille, qui le citait toujours en exemple, le type de l'homme d'élite, prenant la vie de la façon la plus noble et la plus délicate. Ma grand-mère lui reprochait seulement de parler un peu trop bien, un peu trop comme un livre, de ne pas avoir dans son langage le naturel qu'il y avait dans ses cravates lavalières toujours flottantes,
dans son veston droit presque d'écolier. Elle s'étonnait aussi des tirades enflammées qu'il entamait contre l'aristocratie, la vie mondaine, le snobisme, certainement le péché auquel pense saint Paul quand il parle du péché pour lequel il n'y a pas de rémission. Le Grandin s'introduit assez tardivement dans Combray afin de faire un lien avec, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Querqueville, futur Balbec, où se trouve sa sœur, la jeune Madame de Chemiset, puis Madame de Cambremer. Donc ce Legrandin s'introduit comme le frère de cette Madame de Chemiset, snob, qui fait tout pour que le héros et les siens ne la rencontrent pas durant leurs vacances au bord de mer. Voici l'introduction de Legrandin dans ses brouillons. Si M. Legrandin parlait de toute chose avec une sorte de désenchantement aimable, le scepticisme mélancolique, son ton devenait rude et sa voix âpre, sifflante quand il parlait des gens du monde, de la vie factice des salons, des préjugés stupides de l'aristocratie et surtout des snobs. Et où on voit que cette phrase mémorable se trouve dans une addition marginale. Le snobisme, disait-il, c'est là le péché dont parle saint Paul, celui pour lequel il n'y a pas de rémission. Et puis cette notation si curieuse et si intéressante de l'attitude de la grand-mère à l'égard de Legrandin. Ma grand-mère disait, ou ma grand-mère revenait à son idée de folie. Pour elle, c'est un fou. Je vous dis que cet homme-là a quelque chose de dérangé dans le cerveau. Il perdrait la tête un jour, que cela ne m'étonnerait pas autrement. Pour saint Paul, le péché sans rémission, c'est l'apostasie, le reniement, la trahison, et c'est aussi ce qui caractérise le snob. Et tous les comportements de Legrandin, les sautes de comportement de Legrandin, illustreront cette absence de reconnaissance. J'ai souvent parlé de ce thème de la reconnaissance. Ce qui caractérise Legrandin, c'est qu'il y a des jours où il vous reconnaît et des jours où il ne vous reconnaît pas, selon la personne auprès de laquelle il se trouve. Et la famille s'en rend compte à la sortie de l'église, ce grand lieu de sociabilité. Comme M. Legrandin avait passé près de nous en sortant de l'église, marchant à côté d'une châtelaine du voisinage que nous ne connaissions que de vue, mon père avait fait un salut à la fois amical et réservé, sans que nous nous arrêtions. M. Legrandin avait à peine répondu, d'un air étonné, comme s'il ne nous reconnaissait pas. Et avec cette perspective du regard particulière aux personnes qui ne veulent pas être aimables et qui, du fond subitement prolongé de leurs yeux, ont l'air de vous apercevoir comme au bout d'une route interminable et à une si grande distance qu'elles se contentent de vous adresser un signe de tête minuscule pour le proportionner à vos dimensions de marionnette. Bon, on le sait bien, c'est une scène qui se répète souvent dans le roman. C'est le comportement du héros avec l'oncle Adolphe, c'est le comportement de Saint-Loup avec le héros à Doncières. Ce sont ces zigzags de la reconnaissance qui illustrent ce comportement insolite de Legrandin, selon les jours, selon qui l'accompagne, comportement que la famille du héros, et son père notamment, met un certain temps à déchiffrer. On découvre un Legrandin tout différent, un autre Legrandin sous le Legrandin charmant. Ma grand-mère, on demandait à la maison si on devait m'envoyer tout de même à dîner. Le héros a été invité chez lui, mais on sait qu'il a ces alternances de comportement. Ma grand-mère, toujours bonne, refusa de croire qu'il eût été impoli. Vous reconnaissez vous-même qu'il vient là avec sa tenue toute simple, qui n'est guère celle d'un mondain,
elle déclarait qu'en tout cas, et à tout mettre au pis, s'il l'avait été, mieux valait ne pas avoir l'air de s'en être aperçu. À vrai dire, mon père lui-même, qui était pourtant le plus irrité contre l'attitude qu'avait eue Legrandin, gardait peut-être un dernier doute sur le sens qu'elle comportait. Elle était, comme toute attitude ou action où se révèle le caractère profond et caché de quelqu'un. Elle ne se relie pas à ses paroles antérieures. Nous ne pouvons pas la faire confirmer par le témoignage du coupable qui n'avouera pas. Nous en sommes réduits à celui de nos sens dont nous nous demandons, devant ce souvenir isolé et incohérent, s'ils n'ont pas été le jouet d'une illusion. C'est donc bien cette leçon de déchiffrement des signes, déchiffrement des indices, des traces, des lapsus, des actes manqués qui permet d'aller de l'autre côté. Et avec Legrandin, c'est ce qui arrive lorsque le héros lui rend visite à ce dîner et lui pose cette question. Si je demandais « Connaissez-vous les Guermantes ?» Legrandin, le causeur, répondait « Non, je n'ai jamais voulu les connaître ». Malheureusement, il ne le répondait qu'en second, car un autre Legrandin, sorte de Mr. Hyde derrière Dr. Jekyll, qu'il cachait soigneusement au fond de lui, qu'il ne montrait pas, parce que ce Legrandin-là savait sur le nôtre, sur son snobisme des histoires compromettantes. Un autre Legrandin avait déjà répondu par la blessure du regard, par le rictus de la bouche, par la gravité excessive du ton de la réponse, par les 1000 flèches dont notre Legrandin s'était trouvé en un instant lardé et alangui comme un Saint-Sébastien du snobisme. Révélation très profonde, Legrandin est pris en flagrant délit, mais ce sur quoi je voudrais insister pour finir, c'est sur la malignité du père, le sadisme du père, une fois que la famille a compris, et qui est au fond aussi cruel que Swann avec Odette lorsqu'il lui fait avouer ses liaisons saphiques. Le père, c'est une belle leçon de cruauté, le père sait que Legrandin ne leur donnera pas de lettre d'introduction auprès de sa sœur, Madame de Cambremer à Balbec, mais il demande et redemande cette lettre pour le torturer. Il faut absolument que j'annonce à Legrandin que vous irez à Balbec pour voir s'il vous offrira de vous mettre en rapport avec sa sœur. Il sait bien qu'il n'aura jamais de lettre. Et lorsque Legrandin leur parle de Balbec, pays des Cimériens, disais-je la semaine dernière, Legrandin prend un air absent. Le père lui demande « Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Balbec ? Justement, ce petit doit y aller. » Legrandin élude. Mais mon père, curieux, irrité et cruel, reprit. « Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là que vous connaissez si bien Balbec ?» Legrandin élude encore. Dans le manuscrit, Proust parle d'entêtement féroce du père. Legrandin répond « Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne. Et ce pays, ajouta-t-il, écrit Proust avec une délicatesse machiavélique, ce pays de pure fiction et d'une mauvaise lecture pour un enfant. Mais qui est le plus machiavélique, sinon le père, qui, sachant qu'il n'obtiendra jamais rien de Legrandin, continue de le questionner, de le persécuter. Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions, ce fut peine inutile. Concluons d'un mot sur cette perversité. Vous le voyez, je l'ai dit, le héros a de qui tenir. La grand-tante qui taquine la grand-mère dans les premières pages, le grand-père qui frustre Swann, le père qui torture Legrandin, et lui-même qui trahit l'oncle Octave, Bloch, Françoise. Françoise qui a cette souffre-douleur dans la cuisine, et j'en oublie sûrement, avant Swann faisant avouer Odette. Mais je reviens, pour finir, sur cette, parce que ça introduira la prochaine leçon, sur la corrélation que je vois entre cette perversité, ce dédoublement, cette faculté de sortir de soi, d'assister à son absence, et la création littéraire. Bergotte, je l'ai dit, a transformé la
prononciation familiale dans son style personnel, sa voix publique, mais quand c'est arrivé, il a, par contre-coup, cessé de parler comme ses frères et sœurs. Il bannit de sa vie privée la voix qui est devenue publique, et on n'en trouve plus que des traces. Certaines particularités d'élocution, je cite cette scène, qui existaient à l'état de faibles traces dans la conversation de Bergotte, ne lui appartenaient pas en propre, car quand j'ai connu plus tard ses frères et ses sœurs, je les ai retrouvés chez eux bien plus accentués. C'était quelque chose de brusque, etc., ces accents de Bergotte. Mais pour lui, à partir du moment où il les transporta dans ses livres, ces cuivres phonétiques de la famille, il cessa inconsciemment d'en user dans son discours. Du jour où il avait commencé d'écrire, et à plus forte raison, quand je le connus, sa voix s'en était désorchestrée pour toujours. Autrement dit, Proust expose cette sorte de subterfuge, de dissimulation qui est ici donnée pour inconsciente. Ayant déplacé le privé dans le public, la langue familiale dans ses livres, Bergotte l'a éliminé de sa conversation. C'est une sorte de tour du miroir sur lequel je reviendrai la prochaine fois, puisque je voudrais terminer en essayant de parler de ce qu'on trouve sur la création du côté de chez Swann. Merci.